Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition spéciale de l'interview depuis Bangui en Centrafrique. Le scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025 sera décisif pour la paix et le développement durable du pays. Nous recevons sur le plateau d'Africa 24 Serge Ghislain Diori, candidat du collectif pour l'alternance politique pour une nouvelle Centrafrique. Dans cet entretien, nous discutons de son projet de société et des solutions concrètes qu'il propose pour relever les défis nationaux. Monsieur Serge Ghislain, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout honneur et au nom du peuple centrafricain, nous souhaitons la bienvenue en terre centrafricaine à Africa 24 et à l'équipe Africa 24. Merci. La sécurité demeure une priorité majeure. Selon la MINUSCA, environ 75% du territoire est encore affecté par l'insécurité et des groupes armés continuent de sévir. Comment comptez-vous restaurer la paix et le contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire si vous êtes élu? Eh bien, merci. Je crois que c'est une question cruciale parce qu'il n'y a pas de paix sans la sécurité, il n'y a pas de développement sans la sécurité, surtout la défense. Et je pense que il est important de rappeler déjà le chiffre. Je pense que 75%, c'est trop dit, occupé. Cela minimise l'effort consenti par nos forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour pouvoir sécuriser le pays. Non, je crois que le chiffre est à l'inverse, donc il faut revoir ce pourcentage parce qu'il s'agit de l'identité de notre pays, Ceci étant, nous, dans notre profession de foi, dans notre projet de société, nous mettons l'accent beaucoup plus sur la défense et la sécurité. Je vais regrouper les deux. Et premièrement, il faut discipliner l'armée, discipliner en ce sens qu'il faut professionnaliser l'armée et il faut aussi des nouvelles thématiques de formation, surtout l'éducation civique, la formation en matière de droit et aux différents corps de métier. Et il faut spécialiser les forces de défense et de sécurité et créer des centres de formation depuis l'école militaire jusqu'au cours international de défense. Et ériger l'armée en 3 états-majors. L'état-major terre, l'état-major mer, nous n'avons pas la mer, donc ceci étant, on va se suffire à l'amphibie et aussi l'armée de l'air et mettre les logistiques à la disposition des forces de défense et de sécurité, les moyens aériens, les moyens terrestres et puis l'armement qu'il faut pour pouvoir sécuriser au mieux les forces de défense et de sécurité. Accompagner cela avec les outils de technologie. Nous avons aujourd'hui, c'est l'ère de drones, c'est l'ère de caméras parce qu'aujourd'hui nos forces se livrent par rapport à leur profil. Donc nous, dans notre profession de foi, nous allons déployer dans toutes les préfectures, au moins un bataillon par préfecture, et aussi ériger aussi les zones de défense, 5 zones de défense afin de bloquer nos frontières, sécuriser nos frontières à l'est, à l'ouest, au nord, au sud et au centre. Et aussi revoir aussi le salaire de nos forces de défense et de sécurité parce que c'est des gens qui se donnent beaucoup pour la défense de notre territoire. Donc, il faut revoir leur salaire. On ne le dit pas, mais il faudrait que ce soit un salaire conséquent et supprimer la prime globale d'alimentation qui pose problème, remplacer par l'alimentation sur le terrain et attribuer aussi une prime de risque à nos forces de défense et de sécurité qui vont aller sur le théâtre des opérations. Donc, je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça, il s'agit de la sécurité. Moi, je pense que nous allons mettre l'accent sur ça, sur nos forces de défense et de sécurité. En conclusion, il faut rendre autonomes en matière de gestion financière les forces de défense et de sécurité. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en matière de renseignement, vous savez que si les forces de défense et de sécurité se pointent au niveau de finances, le dossier qui passe, si ça tombe entre les mains de celui qui n'a pas une bonne moralité, risque de dévoiler la mission qui devait se déployer à l'intérieur du pays. Donc, pour éviter et minimiser toute forme de trahison des missions de nos forces de défense et de sécurité, il faut rendre autonome la gestion financière de nos forces de défense et de sécurité et mettre en place un organe de gestion qui travaillera en coordination avec l'inspection générale de défense et l'inspection générale d'État. La RCA est un pays riche en ressources naturelles, notamment l'or, le diamant et le pétrole, mais la transparence dans la gestion des affaires reste faible. Selon des organisations internationales, la corruption est un défi majeur en Centrafrique. Quelle action immédiate allez-vous prendre pour garantir une gouvernance transparente et que les revenus tirés des ressources profitent à tous les Centrafricains? Naturellement, je crois que c'est pour cela que nous avons déposé nos dossiers de candidature pour aller aux élections présidentielles afin de faire bénéficier au peuple centrafricain les ressources
naturels de ce pays qui ne profitent pas au peuple, puisque quand vous faites le ratio pauvreté et ressources, vous voyez qu'il y a un différentiel total, donc on ne va pas donner les chiffres ici. Premièrement, nous allons dénoncer tous les contrats. Deuxièmement, il faut créer des industries extractives gérées par l'État. On peut ouvrir le capital parce qu'aujourd'hui, c'est la mondialisation et puis il faut encourager l'investissement. On peut ouvrir le capital, mais la majorité de la part revient à l'État pour nous permettre de contrôler les diamants et l'or qui posent problème en République centrafricaine. Et aussi interdire, puisqu'il y a une loi qui interdit l'accès des zones minières à des personnes étrangères, sauf le personnel du secteur du ministère des Mines. Mais aujourd'hui, à ciel ouvert, nous voyons que les gens ils vont aller dans les zones minières qui ne profitent pas de l'État. Je pense que pour avoir la transparence, il faudrait que l'État puisse s'approprier de l'industrie, enfin des zones minières et créer des industries minières pour que au moins la transparence soit. Puisque si c'est l'État qui gère, je pense que la chaîne de production va être suivie avec la traçabilité. On va mettre en place une équipe qualité pour pouvoir suivre et tracer l'or et le diamant, sinon le secteur minier. Figurez-vous, un kilo d'or, ça fait 50 millions. Alors, si on produit une tonne, je dis bien une tonne seulement, ça fait 50 milliards. Et si on produit 10 tonnes, ça fait 500 milliards, soit le double du budget total de la République centrafricaine. Vous voyez un manque à gagner. Et quand j'ai interrogé le rapport de ICIC, c'est Initiative pour la transparence des industries extractives, il a été donné comme chiffre que la RCA a produit en 2022 1,5 tonne, presque 2 tonnes. Donc ça fait déjà 100 milliards, soit la moitié du budget de l'État. Mais on ne voit pas, puisque c'est entre les mains de ceux qui ne payent pas l'impôt à l'État. Donc le retour sur l'exploitation ne profite pas à l'État. Je pense que nous, notre mission, absolument, c'est de faire bénéficier les ressources naturelles au peuple centrafricain pour transformer la République centrafricaine. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en matière de développement, on y répondra, mais je viens envie de dire au monde entier, au peuple centrafricain, que la profession de foi que nous leur avons présentée, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de la démagogie. Voici les moyens par lesquels et pour lesquels nous allons arriver à construire ce pays, puisque j'ai déjà fait la démonstration déjà, on a pratiquement pour 10 tonnes, 500 milliards, mais je n'ai pas encore parlé de diamants. J'ai vu encore le rapport 2022 de l'ICIE qui chiffre la production de diamants de la République centrafricaine à 118 000 carats. Et c'est les diamants de qualité GEM. Alors, la valeur d'un carat pour les diamants GEM, c'est entre 5 millions, sinon parfois 12, parfois 8 millions. On va prendre le cas le plus pessimiste. Donc, on dit un carat, ça fait 5 millions. Vous prenez 5 millions, vous multipliez par 120 000 carats, ça fait 600 milliards. Je dis bien 600 milliards. Et c'est ce qui a été documenté, ce n'est pas moi, c'est un rapport. Vous voyez, 600 milliards, c'est pratiquement le triple, sinon le double, bien le triple du budget de la République centrafricaine. Donc 600 milliards pour les 500 milliards dont j'ai fait la démonstration, ça fait 1100 milliards. Avec 1100 milliards, je pense qu'on doit quand même, ce n'est pas le rêve, mais on doit mettre toute la République centrafricaine en ébullition et en confiance et dans le bien-être. Et ça, c'est notre vision pour ce pays. Et je crois qu'on doit y arriver avec la motivation de la jeunesse en ce moment. Les infrastructures routières sont insuffisantes et entravent le développement économique du pays. Selon le ministère des Travaux publics, moins de 30% des routes nationales sont goudronnées. Quels projets concrets comptez-vous lancer pour désenclaver les régions et faciliter l'accès aux marchés locaux et internationaux? Bien évidemment, la République centrafricaine, c'est un pays enclavé. Je pense que la voie de connectivité reste pour pouvoir désenclaver notre pays, c'est les routes. Je pense qu'il faut faire un investissement conséquent en matière de voies de connectivité, que sont les voies aériennes, parce qu'il n'y a pas que les voies terrestres, vous avez oublié de citer, les voies aériennes, les aéroports. Il faut des aéroports partout, sur toute l'étendue du territoire national, à mon avis, pour réduire les délais de transport et transport humain, transport de matériel. Deuxièmement, les voies ferrées. Il faut joindre la République centrafricaine aux pays limitrophes qui, heureusement, ont accès à la mer. Nous avons le Soudan qui a accès à l'Asie, nous avons le Cameroun, nous avons le Congo, les deux Congos qui ont accès à la façade maritime de la côte américaine et la côte occidentale de l'Europe. Je pense qu'il faut construire des routes, des autoroutes, en même temps des routes nationales et construire des ponts, parce qu'il faut identifier tous
comment dire, ce secteur où, là où il y a les cours d'eau, et il faut construire. En somme, nous avons pour ambition, sinon vision, c'est de mettre en place une équipe des ingénieurs, des architectes dans tous les domaines pour qu'on puisse mettre en place un plan. Le plan, nous l'avons déjà chiffré, notre production de foyer est chiffrée. Ça, vous pouvez demander à l'ANE, c'est chiffré, budgétisé. Donc, nous allons mettre en place un collège des Centrafricains ingénieurs, pas que des Centrafricains, parce que moi, je suis beaucoup plus africain que Centrafricain. Toutes les compétences, on va les réunir autour d'une table pour pouvoir dessiner la République centrafricaine comme Dubaï, excusez-moi de le dire. Comme Dubaï était pays en 1994, nous dépassons Dubaï, mais aujourd'hui, Dubaï nous dépasse, mais en termes de ressources, nous dépassons Dubaï. Donc, je pense qu'il est temps de s'asseoir pour pouvoir tracer un schéma directeur en termes d'édifices publics, les routes, les chemins de fer, les voies aériennes pour la République centrafricaine. Et j'ai déjà fait la démonstration pour la mobilisation de ressources. Et encore pour la mobilisation de ressources, nous allons aussi collecter l'or pour au moins faire un dépôt auprès de la Banque centrale, de la BAC, en termes de garantie, au moins 10 tonnes d'or comme ça, en lingots, que nous allons spéculer, déposer à la Banque centrale pour aller sur le marché international, le marché financier international, mobiliser les ressources à partir de cette garantie pour pouvoir reconstruire la République centrafricaine. Et je vais chuter, comme vous avez parlé de route, il n'y a pas que le goudron, il y a le biochar. Les déchets aujourd'hui, on peut utiliser pour pouvoir bitumer nos routes. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer toujours avec l'ancienne technologie? Et pourtant, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui pourraient nous permettre de bitumer aisément nos routes. Vous voyez qu'il y a des déchets partout en Afrique et ces déchets, ce sont des richesses, des matières premières que nous pouvons utiliser en composite pour pouvoir bitumer nos routes. On ne peut pas continuer toujours avec l'ancien système. Merci, M. Njori. Madame, Monsieur, nous marquons une courte pause et nous revenons dans un instant pour la suite de cet entretien. Nous sommes de retour sur le plateau de l'interview avec le candidat à la présidentielle, Serge Ghislain Njori. Alors, M. Njori, l'accès à l'électricité est inférieur à 5% dans les zones rurales, selon l'Agence centrafricaine de l'énergie. Vous proposez un développement des infrastructures et de l'énergie. Quel objectif précis en mégawatts et en couverture nationale prévoyez-vous pour 2030 et quelle part proviendra des énergies renouvelables? Je ne veux pas vous donner un chiffre en termes de mégawatts. En parlant de l'électricité, je pense que pour toute l'Afrique, j'ai de la peine, j'ai même envie de couler les larmes. En même temps, nous voulons le développement. En même temps, nous n'avons pas les énergies nécessaires. Mais comment nous allons tourner nos machines? Comment les sociétés les industries vont s'installer dans nos pays, dans nos différents pays? Je ne vais pas parler de la puissance africaine. Après, j'ai un projet de société que je vais présenter au peuple. C'est au peuple de choisir. Moi, ma candidature n'est pas en compétition avec ce soir. Ma candidature, c'est un projet que je présente à mes compatriotes. Si ça porte à leur cœur, mais je pense que c'est le cas, on va nous aider. Mais je crois que nous sommes dans une zone très ensoleillée, avec au moins une durée de saison sèche trop élevée. Même si on parle de changement climatique, même si il n'a jamais plu ici en Centrafrique, au moins 24 heures sur 24. Mais nous ne savons pas pourquoi aussi, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à couvrir toute l'étendue du territoire. Ça fait 67 ans, jour pour jour. Si, par exemple, chaque année, on couvre une préfecture, je crois qu'en 20 ans, on aurait déjà couvert toutes les préfectures. Vous voyez? Alors, ce que nous proposons, premièrement, c'est les énergies renouvelables sur le principe de protection de l'environnement. Premièrement, c'est les champs solaires pour électrifier la République centrafricaine. Je dis bien la République centrafricaine. Deuxièmement, c'est les éoliennes. On a tendance à oublier, ça c'est une énergie qui marche tout simplement sous l'effet du vent. Et troisièmement, c'est l'énergie hydroélectrique. Aujourd'hui, nous avons la chute de bois. Nous avons pas mal de chutes ici. Vous allez au sud-ouest, nous avons des chutes. À l'ouest, nous avons des chutes. Au nord, nous avons des chutes. Donc, nous avons capitalisé tout cela pour pouvoir fournir de l'énergie dans nos ménages pour permettre aux industries de s'installer chez nous. Il faut financer, ça veut dire. Mais je vais vous faire un calcul simple. Imaginez, on met un compteur tout simplement dans chaque ménage
Et imaginez si nous avons 1000 ménages, puisque la démographie, que nous sommes 5 millions, donc, nous sommes 6 millions, donc 6 millions, dans un ménage, il y a 5, dans cela veut dire 5 têtes. Donc, ce qui veut dire qu'on a 1 million de ménages par rapport, si je me fie aux données de ICASES. Donc, ce qui veut dire que si on prend 5 millions divisé par 1 million, on a 5 personnes par ménage. Ce qui veut dire qu'on a 1 million de ménages. Imaginez, dans chaque ménage, si on produit l'électricité, je fais appel par rapport à ça aux investisseurs pour leur faire cette démonstration simple et nette. Ils viennent, ils mettent un compteur par maison. Un compteur seulement par maison et leur source, c'est à eux de voir. Maintenant, on électrifie cette maison, on demande à ce ménage de payer seulement 1000 francs par mois. Ça fait 1 milliard par mois. Ça fait 1 milliard. Et l'investissement, si c'est sur 10 ans, mais je pense que si c'est 10 millions ou 30 millions, je pense qu'en peu de temps, on va rembourser l'emprunt. Et c'est l'usager qui va rembourser. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas. Il faut faire travailler les ménages pour pouvoir produire. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de couvrir toute l'étendue du territoire en énergie, en différenciant les sources d'énergie que je viens de numérer et en mettant en place cette politique que nous avons fait la démo dans notre production de fois. Mais on ne va pas le mettre à 1000 francs. On peut mettre à 2000, 2500 ou 3000. Si c'est 3000 francs, c'est à la portée de toutes les bourses, même les plus démunis paieront, les plus riches paieront. C'est le principe égalitaire. Maintenant, ça va faire 3 milliards. L'État peut prendre 1 milliard et les investisseurs, le taux d'investissement de 2 milliards sur une période de 10, 20, 30 ans. L'électricité, on en a besoin. Et vous savez que c'est la croissance démocratique qui va faire en sorte que nous pouvons atteindre très rapidement 2 millions de ménages. Ça va doubler le chiffre. Si c'est 3 millions, ça va tripler le chiffre. Donc, vous voyez, c'est ça notre politique. Et avec les moyens de remboursement des emprunts. Parlons de l'éducation. L'UNICEF indique que moins de 60% des enfants sont scolarisés en Centrafrique avec un déficit marqué dans les zones rurales. Quelles mesures concrètes comptez-vous mettre en œuvre pour améliorer l'accès à l'éducation et réduire le taux d'abandon scolaire? Principe simple. Moi, je pense que même si j'étais à la place des élèves, je n'irais pas à l'école. Comment voulez-vous qu'on construise aujourd'hui? Nous sommes un État. On doit imposer un modèle d'architecture à ceux-là qui financent, soit vous financez, soit vous ne financez pas. Et quand on dit modèle d'architecture, il faut quand même le principal. Et le principal, quoi, il faut mettre l'électricité. Vous savez que nous venons de parler d'électricité. Nous avons des écoles à l'intérieur du pays, même dans la capitale, où c'est financé. Mais l'architecture pose problème. Des petites fenêtres comme ça, vous mettez les enfants dans l'ombre. Premièrement, nous allons mettre en place un plan architectural pour toutes les écoles avec un principe et un code de construction de toutes les écoles. Obligation d'une salle de conférence avec le numérique où le professeur ou bien l'enseignant a des difficultés pour se présenter à l'école, mais l'élève peut continuer à suivre les cours par la voie numérique. Deuxièmement, on doit exiger à ce que dans chaque salle de classe, il y ait une climatisation. C'est à prendre ou à laisser. Nous allons mobiliser, puisque nous avons déjà fait la démonstration de mobilisation des ressources domestiques pour pouvoir construire ça sur notre pays. On doit mettre en place une bonne politique et maintenant, chaque élève, un table-banc. Pour que nous sommes un pays où nous avons des forêts. Peut-être plus de 70% de notre pays est couvert en forêt avec beaucoup de bois, mais nous n'avons pas de bons tables-bancs. Je pense qu'il faut, nous avons déjà rédigé ce code au moment venu où nous allons imposer un plan architectural pour encourager les enfants à aller à l'école avec les cantines scolaires, avec le cours de soutien. Et puis, l'école sera obligatoire dans notre pays. Nous allons prendre un texte dans ce sens. Quand on voit un enfant, pendant les heures de l'école, qui traîne un plat sur sa tête en train de vendre ou bien vadrouiller dans le quartier, la police va faire érection auprès de ses parents, convocation avec amende. L'enfant doit aller à l'école ou bien l'enfant sera placé dans une maison des enfants. Voilà en partie la politique que nous allons mettre en place. Et aussi, il faut changer le système éducatif, adapter le système éducatif avec le besoin du marché. On a tendance à croire que quand on va à l'école, c'est pour devenir fonctionnaire. Mais qui va cultiver l'entrepreneuriat? Il faut apprendre dès la classe de 3e aux enfants, même si vous ne réussissez pas à l'école, mais vous pouvez entreprendre dans une activité entrepreneuriale et d'abord migrer du secteur informel vers le secteur formel. Et aussi, il faut voir l'éducation civique et tout ça. Je pense que l'école sera obligatoire jusqu'à un certain âge, sinon jusqu'en classe de 3e, avec d'autres outils pédagogiques adaptés à la réalité de notre pays, sinon de notre continent. Je pense que c'est ce que nous devons faire et puis augmenter le budget. Et en parlant de ça, moi j'ai de la peine à constater qu'aujourd'hui, on continue à parler de prime CREI.
Non, nous, on a retiré la prime claire. Dans notre profession de foi, nous avons proposé une nouvelle grille de salaire que nous avons déjà déballée sur les chaînes nationales. Si vous voulez, on va déballer, mais ce n'est pas le mobile de cette question. Mais nous allons remplacer cette prime claire par une prime d'enseignant et revaloriser minimum 100 000 francs. Je dis bien minimum parce que c'est impensable. Moi, aujourd'hui, qui vous parle, je suis docteur, mais j'ai été enseigné par ceux-là qui m'ont amené à être à ce niveau. Mais aujourd'hui, j'ai une opulence que ceux-là qui m'ont donné le savoir ne peuvent pas vivre dans les mêmes conditions que moi. Non, ce n'est pas possible. La corruption se combat par rapport à une bonne condition de vie, une bonne hygiène de vie. Ça va permettre aux gens d'éviter la corruption. Ouais, donc moi, je pense que c'est ce que nous allons faire en termes de système éducatif avec des règles claires qui s'imposent à tous les donateurs de bonne foi. La santé est un sujet crucial en Centrafrique. Comment votre programme prévoit-il d'améliorer l'accès aux soins et de renforcer le système de santé national dès les premières années de votre mandat si vous êtes élu? Les 100 premiers jours, nous allons mettre en place ce qu'on appelle la couverture maladie universelle pour tous, obligatoire, pour pouvoir assurer des soins, garantir des soins aux Centrafricains. Parce que vous voyez le taux de mortalité, aujourd'hui en Centrafrique, ça tourne autour de 9 à 11 décès pour 1000 habitants. C'est beaucoup. Donc, aujourd'hui, les soins ne sont pas de qualité. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Vous passez dans une structure hospitalière, ce n'est pas ça. Mais je ne comprends pas la démotivation. Il faudrait que je pense que si nous sommes élus, nous allons nous asseoir avec le professionnel de santé pour leur demander qu'est-ce qu'il faut. Ils nous donnent déjà leurs droits, ce qu'ils veulent. Et maintenant, on va mettre en place ce qu'ils sollicitent et en même temps, maintenant, le devoir, on va leur dire leur devoir pour qu'au moins ils soient professionnellement bons parce que la santé n'a pas de prix, même si elle a un coût. Alors, premièrement, couverture maladie universelle. Deuxièmement, on doit construire d'abord des hôpitaux régionaux rapidement, avec des modulaires très rapidement. Et troisièmement, nous allons construire maintenant des hôpitaux par préfecture. C'est des hôpitaux avec des plateaux techniques qui accompagnent. Aujourd'hui, nous avons l'ère de la technologie. Aujourd'hui, il y a des plateaux techniques partout. Nous avons fait la même science, étudié la même science que nos congénères de l'Europe. Je ne comprends pas pourquoi, parce que chez nous, c'est en délai. Alors, je pense que c'est ça. Nous allons augmenter l'assiette pour le ministère de la Santé, pour la santé, et aussi dans chaque hôpital. Quand on parle de centre hospitalier universel, c'est pas universitaire, c'est pas que on doit... non, le nom est issu d'une université. Donc, dans chaque hôpital, il y aura, dans chaque hôpital, il y aura une université, une faculté de médecine pour pouvoir augmenter la capacité. Et on va changer le système aussi de l'enseignement au niveau de la médecine. Aujourd'hui, vous prenez un étudiant et il va jusqu'à faire 10 ans pour devenir docteur. Non, ça, c'est révoqué, c'est révolu. Nous, on va, à partir de 5e année, maintenant, les étudiants, maintenant, ils vont faire ce qu'on appelle, ils vont passer le test de leur spécialité, ils vont aller en année d'internat. Donc, la 6e année sera considérée comme une première année d'internat. Si vous choisissez la pédiatrie, puis la pédiatrie médicale, c'est 5 ans. Au bout de 5 ans, vous sortez spécialiste. Et pendant ce temps, on va imposer à ce que vous rédigiez des articles. Et ces articles-là vont vous permettre, après la soutenance, vous sortez déjà des spécialistes. Après la spécialité, on vous donne 2 ans pour que vous passiez votre agrégation. Je pense que c'est un premier au Centrafricain les 100 premiers jours pour qu'il y ait couverture maladie universelle. Vous tombez malade, l'État va mettre en place un système pour que vous ne payez rien à l'hôpital, même à la pharmacie. Nous allons mettre en place un système pour vous protéger. Le peuple de Centrafrique, le peuple d'Afrique, ce n'est pas seulement en Centrafrique. Tous ceux qui vivent sur le territoire doivent bénéficier de ce système, mais à des principes différents. Nous arrivons au terme de cet échange. Si vous êtes élu président, quelles seront vos priorités durant les 24 premiers mois de votre mandat? Les 24 premiers mois de mon mandat, je voulais parler d'abord des 24 premiers mois. Je pense qu'on va parler des 100 jours d'abord. 24 mois, ça fait déjà 2 ans. Les Centrafricains ne vont pas attendre 2 ans, pas pour me regarder à la télé, non. Je pense que nous sommes déjà élus, parce que, comme vous voyez, le Haut Conseil qui nous a déjà élus au premier tour, parce que nous avons été les premiers à passer sur le plateau. Ça veut dire que pour nous, nous avons déjà gagné les élections, au moins en entendant le Conseil constitutionnel. Non, je le dis comme ça. Mais ce que je voulais dire, parce qu'il y a des priorités. Premièrement, nous allons augmenter les salaires. Nous avons catégorisé les salaires en 4 grilles. Vous savez, les salaires ne suivent pas l'inflation, le coût de vie. Et ça ne peut pas créer, ça ne peut pas générer une croissance économique. La croissance économique est indexée sur la capacité de consommation publique et privée et la transformation des matières premières. Mais si vous avez une capacité faible, comment vous allez augmenter la croissance économique? Naturellement, les gens vont se vouer à la corruption, à la tentative d'immoralité. Mais ce qu'on ne souhaite pas. Donc,
Premièrement, augmentation de salaire avec 4 élections de fonctionnaires et agents de l'État en 4 catégories. Première catégorie, c'est jusqu'au niveau des agents, jusqu'au niveau des census, avec un salaire proposé de 500 000 francs. Je vais vous dire, vous avez dit c'est du pipeau, je vous dirai comment on va mobiliser les ressources. Salaire de 500 000 francs. Deuxième catégorie, c'est ceux qui ont leur master avec un salaire de 800 000 francs. Troisième catégorie, c'est ceux qui ont leur doctorat avec un salaire de 1 500 000 francs. Quatrième catégorie, c'est les professeurs, ceux qui ont leur éducation ou des professeurs en général avec un salaire de 2 500 000 francs. Alors, et la bourse aussi, on va revaloriser la bourse, on va mettre une moyenne. Je dis bien une moyenne, hein, cela veut dire qu'il y en a qui peuvent gagner 50 000, 100 000, ainsi de suite, jusqu'à ceux qui sont à l'extérieur, qui peuvent aussi, par rapport au coût de vie, indexer la bourse par rapport au coût de vie là-bas, donc une moyenne de 500 000 francs pour cette catégorie des étudiants. Et la pension aussi, on va revaloriser la pension pour que, au moins, ceux qui ont servi la nation puissent être à l'aise pendant leur temps de repos avant que le repos interne s'impose à eux. Le dernier point, c'est les représentations diplomatiques. Il faut vraiment créer une ligne pour que chaque fin du mois, on puisse faire un virement pour le fonctionnement de nos ambassades. Nous avons mis ça à 20 millions par ambassade et nous avons fait une projection de 100 représentations diplomatiques sur 173 pays qui regorgent le monde. Alors, en faisant tout ça, première catégorie, nous avons fait une projection de 15 000 fonctionnaires. Donc, on multiplie tout simplement par 500 000, ça fait 7 milliards, 7 milliards 5. Si la deuxième catégorie, avec un salaire de 800 000 francs, on multiplie tout simplement, on a dit 10 000, ça fait 8 milliards. Troisième catégorie, c'est les docteurs, ceux qui ont un niveau de doctorat. On a dit 5 000 docteurs, en général, toutes sciences confondues, avec un salaire de 1 500 000, ça fait 6 milliards 250 millions. Quatrième catégorie, c'est les bourses. On a dit 20 000 étudiants avec une moyenne de 500 000 francs, ça fait 10 milliards. La dernière catégorie, c'est les pensions et autres. On a dit une projection de 10 000 pensionnaires avec une pension en moyenne de 500 000 francs par mois, ça fait 5 milliards. Et le dernier point, c'est nos représentations diplomatiques. Avec 100 représentations diplomatiques pour 20 millions par mois, ça fait 2 milliards. Alors, quand vous faites la somme de tout ça, là, ça fait 46 milliards de francs CFA pour toutes les dépenses qui seront consenties par l'État en termes de masse de dépenses régaliennes par mois. Alors, vous allez dire, non, mais Diori, le candidat Diori, c'est du pipeau, ça c'est comme une parole de campagne. Non. Comment on va mobiliser les ressources mensuellement pour pouvoir faire face à toutes ces dépenses-là? Nous avons dit 46 milliards. Nous avons indexé l'or, on a parlé seulement d'or. Je ne vais pas parler de diamant, je parle seulement de l'or. Notre objectif, comme nous l'avons dit, nous allons mobiliser, l'État va s'accaparer les richesses minières et avec un objectif d'avoir 1 tonne d'or par mois. 1 tonne d'or par mois et 1 tonne d'or, ça fait 1000 kilos. Vous prenez 1000 kilos, vous multipliez par 50 millions, ça fait 50 milliards. Or, la dépense régalienne est de 46 milliards. Donc, nous avons 50 milliards moins 46 milliards, il reste 4 milliards. Les 4 milliards, on va mettre 1 milliard pour pouvoir faire face à des dépenses d'évacuation sanitaire. Merci, M. Ndiori. Merci, c'est moi qui vous remercie. Accepté notre invitation. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition spéciale de l'interview depuis Bangui en Centrafrique. Retrouvez nos programmes sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.